Alors, je vais commencer. Donc, bonjour. On est très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. On vous remercie de l'invitation. Voilà, peut-être faudrait dire monsieur, mesdames, les présidents, madame la responsable, monsieur, et surtout, cher public d'enseignants, chercheurs, qui, comme nous, est intéressé par ces questions, donc, de lien entre, justement, recherche, formation et pratique. Donc, ce matin, vous avez la chance d'entendre deux voix plutôt qu'une. Donc, nous sommes un fruit de la collaboration entre chercheuses. Et c'est vrai que c'est une conférence donnée à deux voix. Je pense que ça va être plus, pour vous, ça va être peut-être plus divertissant, on espère, intéressant. Et puis, je trouvais important, moi, de venir avec Sonia Fleuret parce que c'est vrai que on va vous parler de sujets qui sont chauds dans notre activité de chercheuse. Malheureusement, nous, on ne peut pas rester jusqu'au bout. On doit partir à la mi-journée parce que c'est la fin du semestre en Suisse comme en France. Donc, on a beaucoup de choses. Et surtout, moi, demain, ça va faire 15 ans que je suis maman. Et comme j'en ai un seul, donc je me dois de revenir en territoire suisse. Et c'est vrai que moi, j'ai un patronyme québécois. Donc, si vous vous demandiez est-ce que la Suisse a changé d'accent, c'est normal. Maintenant, je suis rendue avec un accent un peu entre deux. Et Mme Fleuret, elle est valaisanne. Quand même, il faut, si on est sur d'où on vient. Donc, voilà. Donc, notre conférence s'intitule Circulation des savoirs et recherche collaborative entre conflit et complémentarité. Alors, qui sommes-nous et quelles sont nos motivations? Donc, nous sommes les deux anciennement enseignantes donc au primaire et au secondaire. On est les deux didacticiennes du français engagées dans la formation des enseignants depuis plus de 20 ans, malgré le physique incroyable de Sonia. Et je peux faire des remarques sexistes, non, pardon. Et on est professeur ordinaire donc dans l'unité de français de la Haute École pédagogique du canton de Vaud, donc en Suisse, à Lausanne. Et on est aussi maman d'élèves qui fréquentent l'école vaudoise, ce qui nous donne un point de vue autre aussi sur cette école. Et quelles sont donc nos motivations? C'est vrai que nous sommes aussi convaincus que les institutions investissent trop peu dans la formation des enseignants. Donc, les enjeux qui ont été mentionnés en début, on pourra, si on a le temps, vous expliquer un peu ce qui se passe en Suisse, mais on vit une situation similaire de restrictions budgétaires. Vous allez dire, oui, bon, c'est en Suisse, restrictions budgétaires, c'est autre chose, mais quand même, il y a des fortes coupures et des réformes, des rénovations, des changements. Et c'est vrai qu'on voit, nous aussi, les initiatives de recherche qui impliquent la participation des enseignants comme une solution possible, justement, à ce problème. Donc, c'est aussi ce qui nous motive à nous intéresser à ces recherches. Donc, notre conférence va être organisée en 5 parties. D'abord, on nous avait demandé de venir parler des recherches collaboratives. Donc, on va essayer de faire un peu un état de la situation sur ce qui est dit par rapport aux recherches collaboratives, qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment. Ensuite, on va partir de travaux donc, antérieurs pour aborder la question de la circulation des savoirs entre formation, justement, et contexte de formation et contexte de classe, en proposant des éléments un peu de problématisation. Et on va vous parler ensuite d'une étude, d'une revue de littérature systématisée qu'on a menée autour, justement, de ces conditions qui vont favoriser la circulation des savoirs en éducation. Ça, ce sera la partie qui sera menée par Sonia. Et Sonia aussi va vous présenter donc l'exemple d'une recherche récente autour de l'introduction des nouveaux manuels de français obligatoires en Romandie. Et on terminera par une conclusion. On va essayer de respecter notre heure, peut-être un petit peu moins. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir vous entendre ensuite, d'échanger avec vous si vous avez des questions, des commentaires, parce que c'est vrai que le dialogue, c'est aussi ce qui nous motive à être présente aujourd'hui. Donc, un constat à dépasser. Alors, un constat assez fort qui était fait par Suzanne Chartrand et Marie-André Laure, qui sont les deux chercheurs donc, à l'Université Laval. Force est de constater que la recherche en didactique du français n'a pas eu un impact majeur sur l'état de cette discipline ici.
Est-ce à cause des lacunes dans la formation initiale et continue, des stratégies de diffusion, de l'incompatibilité des propositions émanant de ces recherches avec les habitus du corps enseignant ou avec les contours de la matrice disciplinaire ou les quatre à la fois? Donc, c'est un constat qui est assez fort et qui interpelle. Et c'est vrai qu'on veut, nous, justement, dépasser ce constat et aller voir comment on peut rendre peut-être un peu plus compatibles les propositions donc, de la recherche avec les besoins donc, du terrain. Alors, sur les recherches collaboratives, donc c'est sûr que ici, le point de vue, il n'est pas exhaustif sur la question. On a eu cette demande pour une conférence peut-être il y a 2 mois. On avait certaines lectures, on en a fait de nouvelles, on s'est préparé quand même le mieux qu'on pouvait pour être devant vous puis dire des choses qui avaient du sens. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de travaux dans la littérature, il y a des nouveaux... nous, dans les hautes écoles pédagogiques en Suisse romande, il y a une revue qui s'appelle Recherche et formation en question. Elle a un nom... merci, tu dis oui, donc ça doit être le bon titre. Et ils viennent tout juste de sortir justement un numéro sur les recherches collaboratives. Donc, c'est vraiment un thème qui est très, très porteur à l'heure actuelle. Alors, nous, on l'a défini de cette manière suivante. C'est un ensemble donc, de dispositifs de recherche qui implique une collaboration entre enseignants et chercheurs autour de questions d'éducation qui émanent de préoccupations partagées et qui nécessitent des réponses ajustées. Donc, je pense que les termes clés en préoccupation partagée et réponses ajustées. Donc, c'est une première définition. Et ces recherches collaboratives, elles vont poursuivre des finalités donc, multiples, c'est-à-dire favoriser l'autonomisation, le pouvoir d'agir, ce qu'en anglais on appelle l'empowerment, ce que Antidote traduit par empouvoirement. J'aime bien les traductions d'Antidote. Je suis une bonne québécoise, j'aime bien la traduction des termes français. Alors, favoriser le développement professionnel dans une double perspective, et là on reprend ce que dit Anne Jorot, c'est-à-dire celle de l'acteur qui fait l'expérience de processus de changement dans son rapport à lui-même, à autrui, au monde, et celle de l'acteur qui agit dans une institution ou organisation, qui est sollicité pour répondre à des enjeux et objectifs institutionnels. Elle vise aussi à encourager les interactions et la collégialité, à aborder les problématiques sur le plan de la pratique et de la recherche, à produire des connaissances et à implémenter les apports de la recherche dans le terrain. Et ici, c'est vrai qu'on a retrouvé ce texte de Anne Lieberman, qui est à l'Université Columbia, qui date quand même de 1986. Mais je trouve ce texte, il est assez fort parce qu'elle a synthétisé, je pense, des enjeux qu'on retrouve encore dans les textes qu'on lit, par exemple, en 2025, autour des recherches collaboratives. Et elle, justement, elle dit que ce type de recherche provide powerful professional development. Donc, c'est des recherches qui vont fournir des possibilités de développement professionnel puissantes. Voilà. Il y a aussi ce qui est intéressant dans les recherches collaboratives, c'est le fait qu'elles soient dotées d'une double vraisemblance, une double pertinence sociale, une double rigueur méthodologique et une double fécondité. Alors, le concept de double vraisemblance, il est convoqué en tant qu'il permet de jeter un regard analytique qui est clair sur la démarche de collaboration de recherche. Donc, c'est une démarche qui est à la fois crédible pour le chercheur et pour le praticien, et pour donc la communauté scientifique à laquelle appartient le chercheur, que pour la communauté donc, de la pratique professionnelle à laquelle appartient le praticien. Et la double vraisemblance, c'est le critère par lequel on s'assure en tant que partenaire que ce qui est co-construit entre le chercheur et le praticien le soit dans le respect du point de vue donc, de chacun, c'est-à-dire de sa manière de voir le monde et dans le respect du champ de compétences de chacun. Et une double pertinence sociale, c'est un projet qui va réunir enseignants et chercheurs, et double rigueur méthodologique parce que l'activité réflexive constitue une occasion de développement professionnel pour les enseignants, mais en même temps, ça fournit un lieu de collecte de données pour le chercheur. Et donc, il y a une double fécondité des résultats. Et là, ici, c'est vrai qu'on s'appuie sur les travaux québécois de Nadine Bednarz et de Serge Desgagnés. Donc, Serge Desgagnés, d'ailleurs, qui avait
schématiser les enjeux des 3 étapes de la recherche collaborative en parlant de co-situation, coopération et coproduction. Donc, co-situation, c'est lors de l'élaboration de la problématique, l'objet de recherche se construit à l'intersection entre le milieu de la pratique et le champ de recherche concerné. C'est-à-dire que les décisions au regard de la recherche, de la collecte des données, du développement du matériel sont négociées entre enseignants et chercheurs en collaboration. Les problèmes de recherche vont émaner de préoccupations partagées et sont définis de manière concertée aussi. Et coopération, bien, c'est l'idée que le dispositif de recherche est un lieu de questionnement pratique et de collecte de données. Donc, la production et l'utilisation des connaissances se font de manière concertée, du début jusqu'à la fin du processus. Et coproduction, c'est que la démarche d'analyse et de production des résultats favorise une production des connaissances utiles aux praticiens et aux chercheurs. Et c'est vrai qu'on va revenir sur ce terme d'utile, parce que c'est un terme assez important justement dans la réflexion sur les recherches collaboratives. Et il y avait 2 chercheurs aussi, Souleymane Bari et Mireille Saboya, qui allaient encore plus loin que Desgagnés en parlant de questions de recherche qui étaient co-décidées, des savoirs qui étaient co-énoncés et co-validés. Donc, ça va soulever des questions, ces enjeux. Qu'est-ce que les enseignants et les chercheurs doivent connaître, maîtriser, avant de, pendant, pour s'engager dans une recherche collaborative? Quelle expertise? Quel niveau de connaissance? Quels modes de communication doivent être adoptés entre chercheurs et enseignants? Quel support pour assurer un suivi de qualité? Quels problèmes de la pratique constituent des objets de recherche propices à la recherche collaborative et vice-versa? Quels problèmes de la pratique constituent des objets de recherche, des objets d'analyse intéressants? Comment on peut penser la répartition des rôles? Quel engagement sur quel empan temporel? Et combien de collaborateurs, collaboratrices? Donc, ce sont des questions qui avaient déjà été posées par Anne Lieberman, justement, dans son texte, et qui sont, qu'on retrouve encore posées dans les textes les plus récents sur cette question. Donc, on voit, en fait, 2 problèmes. Un premier problème, c'est-à-dire des questions, un ensemble de questions, on pourrait dire. Le premier ensemble de questions, ce serait un problème de définition. Et c'est vrai que le terme de recherche collaborative, il n'est peut-être pas tout à fait défini de manière précise. Les frontières ne sont pas étanches entre ce qu'on va appeler recherche participative, partenariale, interactive, recherche en collaboration, recherche-développement, recherche-action. Et se pose la question des spécificités. Quelles sont les visées, quels sont les modes d'interaction. C'est sûr qu'on ne veut plus faire de la recherche sur, ça c'est terminé. Par contre, on veut des recherches par, des recherches pour, des recherches avec. On est quand même d'accord avec le fait qu'il s'agit de recherches appliquées, que des méthodologies qui vont être propres à ces recherches vont concerner ce qui se passe sur le terrain et visent le soutien de l'action des acteurs. Mais c'est sûr que si on prend, par exemple, ce qui est écrit par Bergeron et Rousseau dans leur livre de 2022, il va y avoir énormément de variations selon la posture et le choix donc, des chercheurs-chercheuses. Donc, c'est un premier problème, peut-être en lien avec ces approches, c'est le problème de définition et peut-être de voir s'il y a des limitations de frontières. Ensuite, le deuxième problème, qui est peut-être plus fondamental, c'est un critère, ce qui va définir les critères d'utilité. Par exemple, dans le texte là, de Westbrook et collaborateurs, eux, ils disent que les recherches sur les pratiques devraient être à la fois useful, en anglais, ils ont dit, et trustworthy. Donc, trustworthy, c'est la question de la validité, la fiabilité de la recherche. Et là, on a des critères qui ont été définis, qui sont ceux qu'on utilise pour les recherches, par exemple, qualitatives en éducation. Donc, c'est les normes en matière de rigueur qui sont généralement utilisées. Et aussi, ce critère d'utilité, c'est le fait que les recherches collaboratives doivent documenter, soutenir les pratiques, conduire à des transformations. Et ces critères d'utilité sont beaucoup plus difficiles à définir parce qu'ils dépendent de normes que la recherche sur les praticiens doit respecter afin d'améliorer la mise en œuvre. Et ils dépendent aussi de normes que les praticiens doivent respecter afin d'améliorer la mise en œuvre des résultats. Et donc, on se pose la question de quels sont en fait ces critères, justement, d'utilité
qu'on pourrait, justement, dont on pourrait se doter la recherche collaborative. Voilà, alors là, j'en ai terminé de cette première partie, ce qui portait sur les recherches collaboratives. Quoi, pourquoi, comment? Est-ce que c'était clair? Il y a un test. Maintenant, c'est pas vrai, il n'y a pas de test, mais... non, est-ce que... Je ne sais pas si vous avez des questions, j'ose, une question de compréhension, parce que des fois, je parle trop rapidement. Et vous avez le débit, ça allait? Je suis une dyslexienne de l'oral, donc mon débit était suffisamment adapté à la situation de communication. Oui, merci madame, ça va. OK, alors je continue. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser à la fin, mais je voulais juste faire un petit point. 2 exemples de recherche en didactique de l'oral. Donc, alors, c'est mon objet à moi. Moi, je suis didacticienne du français, didacticienne donc de la production, la compréhension de l'oral. Et aussi, dans cette partie, je vais aussi faire référence à un projet que j'ai mené avec Joachim Dolz à l'Université de Genève sur la production de l'écrit, autour aussi des pratiques de formation sur l'enseignement de la production de l'écrit aussi. Et donc, dans mon travail, dans mes travaux antérieurs, je me suis questionnée sur les facteurs. Qu'est-ce qui favorise la circulation des savoirs entre le contexte de la formation et celui de la classe? Et je vais justement... essayer de répondre à ces questions en vous proposant de vous arrêter à quelques recherches antérieures dans le champ donc, de la didactique du français pour alimenter la réflexion et peut-être proposer quelques pistes de réponse ou peut-être tout simplement reformuler de nouvelles questions. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je suis didacticienne donc, de l'oral. Et c'est vrai qu'un des premiers problèmes auxquels je me suis confrontée, c'est qu'est-ce qu'on fait quand notre problème de recherche est absent des pratiques courantes? Alors là, il faut initier des pratiques. Et c'est vrai que moi, je voulais m'intéresser à un objet particulier. Et c'est sûr que j'ai dû, dans la construction, par exemple, pour mon dispositif de recherche pour ma recherche doctorale, j'ai dû tenir compte de circonstances. Et j'ai dû, en fait, préparer un peu mon terrain tout simplement en créant un dispositif de formation et en demandant aux enseignants qui étaient intéressés de le suivre s'ils étaient d'accord pour que je puisse aller observer ce qu'ils faisaient de mes propositions de formation, comment ils les transformaient une fois qu'ils étaient, eux, dans leur contexte de classe. Et c'est vrai que j'ai indiqué, donc, réhabiliter des objets mal aimés. C'est vrai que j'avais 3 objets mal aimés. J'ai réalisé cela une fois que j'avais un peu terminé mon dispositif. Mais c'est vrai qu'il y avait la question donc, de l'oral qui reste... Bon, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, surtout avec, par exemple, en France, le grand oral du bac. L'oral a été réhabilité, mais ça reste un objet compliqué à évaluer, compliqué pour plusieurs choses. Ça implique des dimensions intimes, etc. Et donc, j'avais ce défi de devoir un peu réhabiliter cet objet. Il y avait aussi l'intérêt les enseignants, en fait, qui se sont intéressés à mon dispositif de formation étaient des enseignants de culture générale au secondaire post-obligatoire professionnel, c'est-à-dire des apprentis horlogers, apprentis mécaniciens. Et c'est vrai que ce n'était pas une classe de français, c'était une classe de culture générale. Et c'est vrai que les enseignants de la classe de culture générale, ils ont ce défi d'être avec des élèves qui en ont un peu marre de l'école. Et donc, c'est vrai qu'ils se retrouvent avec quand même une discipline qui est un peu un fourre-tout. Et donc, on avait essayé de trouver 2 genres pour qu'ils puissent justement le traiter avec les apprentis. On s'était intéressé donc au débat régulé et à l'entretien d'embauche. Donc, on avait travaillé ça aussi. Donc, j'avais cette question de la culture générale et la formation continue. Parce que c'est vrai que la formation continue, il n'y avait pas énormément de travaux sur cette question. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai dû réhabiliter des objets donc mal aimés. Mais mon projet donc s'est transformé en me disant que je devais observer les transformations d'un même objet, le texte argumentatif oral, via le débat et l'entretien d'embauche, au cours de ces passages, donc, de la formation continue à celui de la classe de culture générale. Et donc, j'ai répondu, si on peut dire, à ce problème d'absence de pratique par la mise en place d'un dispositif donc, d'ingénierie didactique avec cette volonté d'observer justement les transformations d'un dispositif à un autre. Et dispositif, peut-être le terme vous est familier, je vais juste le définir quand même pour qu'on vous sachiez à quoi je fais référence.
ça rend compte en fait de l'ensemble des outils nécessaires pour rendre présent l'objet à enseigner et les formes de guidage de l'attention sur cet objet. C'est ce qu'on entend par dispositif. Et c'est vrai que j'ai dû penser à un dispositif de recherche qui me permettait d'étudier les phénomènes de relais, de transformation, de circulation des savoirs, du contexte de la formation à celui de la classe. Et donc là, c'était le tableau que j'avais. Hein, ça fait toujours un peu... ça me fait rire, moi, quand je présente des tableaux comme ça. Mais c'est quand même, c'est une thèse, hein, c'est sérieux. Mais moi, je suis partie des travaux d'un didacticien des mathématiques qui s'appelle Jean Portugais, en 93, qui avait écrit cet ouvrage. Il s'était intéressé justement sur le fait qu'en formation, on est il y a une présence d'une double triangulation didactique. Donc, nous, on a pensé les phénomènes de relais des contenus entre le contexte de la formation et celui de la classe, justement à l'aide de cette double triangulation. Et c'est vrai qu'on peut se dire que la formation des enseignants, elle va fonctionner selon les mêmes principes, en fait, que le système d'enseignement. Hein, il y a présence d'un contrat didactique. On est dans une pratique sociale distincte qui est séparée donc des autres pratiques sociales. Et l'acte d'apprentissage, il fait l'objet de représentation, hein, d'une planification. Et elle suit un temps didactique. Elle agit aussi comme une forme de socialisation et de sélection sociale. Et donc, Jean Portugais, justement, il défend l'idée que sous l'angle didactique, l'analyse des situations de formation requiert la prise en compte d'une double relation triadique et ça modélise de manière systémique les différents savoirs en jeu dans toute situation de formation. Et par savoir, on entend, à l'instar de Bernard Schneuvely, les modes de faire, de parler et de penser. Et donc, on a recouru aussi à la notion de circulation des savoirs pour penser les phénomènes de relais des contenus, du contexte de la formation au contexte de la classe. Et on a pris en compte aussi cette idée de Martinat, que vous connaissez sûrement, comme quoi les savoirs ne se transfèrent pas immédiatement, mais que leur influence, elle est médiate et différée. Parce que la circulation va dépendre d'un régime d'expertise qui est noué en un lieu, à un moment et avec des partenaires définis. Et pour qu'il y ait circulation des savoirs, il ne faut donc plus qu'une reformulation ou une traduction lorsqu'on change de pratique. Il faut une reproblématisation dans le cadre d'une autre pratique. Et là, ce sont les propos de Martinat. Donc, pour rendre les savoirs acceptables et efficaces dans la pratique formatrice, il faut les recontextualiser, reformuler et surtout les reproblématiser pour d'autres pratiques, en même temps qu'il faut aussi problématiser et donc reconceptualiser les expériences pratiques. Et donc, c'est vrai que cette reproblématisation, elle implique une co-construction avec l'ensemble des acteurs, une symétrie, hein, pas une dissymétrie, une symétrie entre les partenaires de la recherche, de la formation et du monde de la pratique, et forme donc de transposition didactique. La circulation de savoir repose sur l'existence de savoirs de nature différente qui se combinent dans toute action de formation, mais elle implique une logique d'horizontalité. Et là, on cite Dugal et Léziard, hein, qui va sous-tendre un partenariat. Et une autre notion qui était quand même assez clé par la suite dans les travaux qu'on a menés sur la... On ne voit pas très bien, je suis désolée pour la capture d'écran qui n'est pas très bien. On vous enverra sûrement qu'on mettra la version PDF du PowerPoint avec une meilleure visibilité. Je vais vous lire, hein, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant de ce que Jean-Paul Broncard, à la question « Est-ce qu'on peut parler de ZPD en formation ?» Jean-Paul Broncard, lui, dans un texte de 2008, il parlait de zone d'efficacité de la formation, ce que je trouvais intéressant comme concept. Et ce qui est écrit dans l'encadré, je vous le lis, « Nous insisterons sur l'expression « susceptible de », qui est en lien avec la signification qui nous paraît devoir être attribuée à la fameuse zone de développement proche. Les apports externes ne sont générateurs de développement que dans la mesure où les conflits qu'ils engendrent sont traitables par la personne en son état actuel de développement. En ce sens, l'identification de cette zone d'efficacité tient toujours du pari. Le formateur propose des éléments qui lui paraissent exploitables par la personne concernée, mais c'est cette dernière et elle seule qui se développe ou non. Donc, c'est peut-être comme ça qu'on peut différencier ces deux concepts, les mettre en parallèle.
Et donc, c'est vrai que l'articulation, justement, des activités de formation, des activités aussi enseignantes, ça pose aussi la question de l'isomorphisme entre les situations formatives qui sont vécues ou analysées et entre les situations didactiques qui sont construites ou gérées dans les dispositifs. Et c'est vrai que la prise en compte du déjà là du formé, bien, ça constitue un autre enjeu à considérer. Voilà, donc je trouve important aussi de reprendre cette idée assez forte de Martinand sur la reproblématisation. Et il dit justement que le chercheur, que l'expertise, elle est alors l'art de la reproblématisation. Le chercheur, il doit accepter que pour les partenaires qui ne sont pas chercheurs, il s'agit d'un acte de co-problématisation qui correspond d'ailleurs pas toujours aux demandes initiales des chercheurs et des partenariats. Il y a cet aspect dynamique qui est là, qui est présent et qui est essentiel quand on veut construire de la recherche entre chercheurs et praticiens. Et donc, quand on a travaillé avec l'équipe de Joachim Dolz à l'Université de Genève autour de cet ouvrage qui s'appelle « Former à la production écrite », c'est un ouvrage qui a été publié peut-être en 2018, si je ne me trompe pas, aux presses universitaires du Septentrion. C'est un ouvrage qui fait peur parce qu'il est tellement épais, donc je comprends que peu de personnes l'aient lu. Il fait peur. Mais il y avait des choses intéressantes. Alors, on a publié des textes en lien avec l'ouvrage, bien sûr. Peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est les caractéristiques, justement, qu'on avait pu observer, parce qu'on avait vraiment on avait mené un pari assez impressionnant. On avait filmé tout ce qui se faisait sur le territoire suisse. Vous allez dire, bon, le territoire suisse, c'est petit, c'est vrai que c'est tout petit en comparaison à celui de la France et surtout en comparaison à celui du Québec. Je tiens à dire que la France entre 30 fois dans le Québec. Je tenais à le préciser. Mais, non, pardon. Mais je fais toujours des blagues à un moment donné, là, tu vois, il faut que j'arrête. Voilà, donc on revient. Sérieux. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait donc pris tout ce qui était formation à l'enseignement de la production écrite de toutes les institutions de formation, donc francophones en Suisse. Et on s'était dit, tiens, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on enseigne? Quel est cet objet de formation? Et on avait posé la question, ce serait quoi justement les caractéristiques des dispositifs de formation, donc des séquences de formation qui vont favoriser une circulation des savoirs? Et on avait vu qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques. L'idée d'une présence de situations justement potentielles de développement, le recours à des outils qui vont comporter un double usage. Alors, par exemple, au regard de la production de l'écrit, le texte de l'élève, les annotations des textes de l'élève, c'est un outil qui a un double usage. Parce qu'on va à la fois évaluer les capacités de l'élève et on va réfléchir justement à l'articulation entre le geste de l'évaluation et les objectifs poursuivis. On avait aussi cette idée de dispositifs qui vont amener une construction d'une posture de secondarisation, c'est-à-dire l'idée de pouvoir être en mesure de ressaisir les objets pour les questionner, les décontextualiser, puis les reconfigurer justement dans le contexte de la pratique. Et aussi, on avait vu dans les séquences de formation que dans les facteurs qui influençaient aussi la circulation des savoirs, bien, il y avait la question du poids et de la place, justement des blocs dans la formation initiale qui était consacrée au savoir pratique, du rapport établi entre les expériences antérieures du formé, de la réalité du terrain, les contenus et démarches de formation, de l'exhaustivité aussi de l'objet de formation à mettre en pratique. Est-ce qu'on est sur l'enseignement, par exemple, d'un objet très précis, la subordonnée relative, par exemple, ou le texte d'opinion, ou on est vraiment dans l'idée de comment on planifie une séquence. La modélisation, l'explicitation de la pratique à mettre en œuvre et la présence de conflits, justement, entre les concepts quotidiens des formés et l'expérience pratique et les savoirs de formation. Donc, ces ensembles d'éléments allaient favoriser, justement, la circulation des savoirs. Et ça, j'ai travaillé avec, entre autres, Véronique Laurence, qui est une collègue qui travaille à Paris-Sorbonne Nouvelle. Ensuite, je vais juste regarder, il me reste combien de... J'ai fait 30 minutes. OK, parfait. Alors, c'est vrai que je vais peut-être juste prendre 5 minutes pour terminer avec les questions. C'est vrai qu'ensuite, j'ai mené une autre recherche dernièrement autour de la question du récit spontané. Et j'ai voulu, donc, cette fois-ci,
transformer un peu des pratiques et lutter contre justement des pratiques un peu qu'on a souvent en lien avec l'enseignement de l'oral, c'est-à-dire l'écrit oralisé et l'absence donc d'évaluation. Et donc cette fois-ci, je me suis intéressée à la recherche design et je vais peut-être juste parler en gros de la recherche design. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un livre assez intéressant justement sur la recherche-développement en contexte éducatif et on va distinguer justement recherche-développement, recherche-action, recherche collaborative. Et la recherche-développement, on dit que son défi premier, sa visée première, c'est de développer un produit. Et donc, pour cette recherche, l'objectif, ça a été de développer des séquences et de faire un peu, j'ai entendu le webinaire qui a été mené par, excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire, la dame qui travaille à Grenoble, qui travaille avec Françoise Bock. Fanny Rink, excusez-moi, j'ai eu tout d'un coup un blanc de mémoire. Et Fanny Rink, effectivement, elle parlait du fait que ces recherches sont beaucoup associées à Roland Guagou en France. C'est vraiment l'idée où on va vouloir proposer des séquences d'enseignement qu'on fait expérimenter et par le dialogue avec les enseignants, on va valider, modifier, transformer ces séquences. Et donc ça, nous, on a appelé ça donc recherche design, à l'instar de ce qui est proposé ici. Et on a mis en place un ensemble de propositions pour valider 3 séquences autour du récit spontané qui touchaient l'ensemble de la scolarité obligatoire. Donc, je passe peut-être rapidement, dire qu'on a adopté vraiment les étapes de la recherche-développement, l'ingénierie collaborative de la recherche-développement. Et ce qui est intéressant, justement, c'est ce processus itératif qui va articuler, où on peut, dans la phase de conception, d'intervention, de mise en œuvre, vraiment discuter, échanger, transformer, et où on propose un premier prototype de séquence qui est par la suite testé, transformé par les enseignants et sur lequel aussi on peut revenir, nous, comme chercheurs. Donc, ce qui est intéressant avec la recherche design, c'est l'analyse des résultats, justement, qui est faite de façon concertée, les expérimentations également, et puis cette articulation, justement, forte entre théorie et pratique, et une articulation qui est vraiment à construire, et il faut vraiment faire attention, justement, sur la qualité des échanges pour qu'il n'y ait pas de posture ni top-down, ni bottom-up, tout d'un coup, qui puisse prédominer. Et je vais passer les exemples. Je voulais vous montrer en fait des transformations. Peut-être on reviendra plus tard au moment peut-être des questions. C'est un exemple d'une correspondance avec une enseignante autour de la transformation de la grille d'évaluation. C'est pour vous montrer un exemple de transformation d'outils. Peut-être juste de dire, revenir sur les limites rencontrées dans cette recherche design. Comme ça fait la suite avec la conférence, la partie donc, de conférence de Sonia. Donc, le premier défi, c'est qu'on a rencontré, parce qu'on était plusieurs à mener ce projet de recherche, c'est de suivre ce qui a été enseigné par les enseignants. Et comment on peut donner envie de se former sans alourdir la formation d'outils qui servent à rendre compte de ce qui a été fait en classe. C'est la première question, le suivi. Ensuite, c'est comment on peut faire place aussi à la créativité des enseignants tout en assurant le respect de l'appareillage méthodologique de la recherche. Et ça, c'est un défi assez important. Ensuite, on a vu les avantages de fournir du matériel prétesté. Les enseignants aiment beaucoup, ça permet d'avoir un guidage assez fort. Sauf que progressivement, il y a une force de proposition qui va se mettre à diminuer de la part de l'enseignant, qui est soumis à des contraintes liées à son calendrier. Et comment on peut fournir des outils tout en maintenant l'enrôlement des enseignants. Donc, c'est aussi une question qu'on avait. Voilà. Ça va? Pas mal. Alors, on change d'accent, mais pas d'univers. Je vais vous parler de 2 recherches qu'on a menées, Roxane et moi, plutôt organisées autour de la notion de circulation des savoirs. Donc, vous voyez bien aussi le lien entre la circulation des savoirs et les éléments dont Roxane a parlé.
Je vais vous parler donc des parties 3 et 4 de la conférence. La partie 3, elle est un peu plus théorique. Et puis la partie 4, elle va témoigner en fait d'une mise en œuvre qu'on a réalisée avec Roxane, avec aussi, je pense, tous les espaces où on a dû repartir d'éléments de la théorie et puis les reproblématiser face aux tensions qu'on a rencontrées en fait dans le réel. Alors pour cette première partie, qui est en fait la partie 3, on s'est demandé avec Roxane ce que disaient les résultats de recherche les plus récents autour de la notion de circulation des savoirs. En se disant qu'il fallait faire le point. Roxane avait déjà travaillé sur cette notion pour sa thèse. Elle a mentionné différentes références. Et on s'est dit, que dit la recherche dans les 10 dernières années sur cette notion? Est-ce qu'on confirme en fait des éléments qui ont déjà été amenés avant, ou est-ce qu'on amène de nouveaux éléments aussi parce que le terrain enseignant a changé? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé autour d'une revue de littérature systématisée, où on a lu en fait tous les articles de ces 6 revues que vous voyez à gauche, tous les articles qui ont été publiés entre 2015 et 2024 pour avoir un empan de 10 années. Alors, les 4 premières revues sont des revues dites scientifiques, dont les 2 premières sont plus particulièrement organisées autour de la didactique du français, et puis Revue française de pédagogie et éducation et didactique, avec une variété aussi d'approches, de disciplines plutôt sciences de l'éducation. Et puis, les 2 dernières revues sont des revues dites d'interface ou professionnelles, plutôt destinées au corps enseignant. Mais toutes ces revues, en fait, fonctionnent avec le système de lecture en double aveugle. Donc, elles sont toutes considérées comme des revues scientifiques. Donc, parmi ce corpus que vous pouvez imaginer énorme, on a repéré en fait les termes circulation des savoirs, circulation des concepts et circulation des connaissances, pour arriver en fait à un corpus final de 29 articles. Donc ça veut dire qu'on a écarté les articles qui mentionnaient circulation des savoirs comme un élément périphérique, pour vraiment garder les articles qui se concentraient autour de cette notion de circulation des savoirs. Et dans ces 29 articles, on a défini plusieurs contextes dans lesquels cette circulation des savoirs elle était incarnée. Il y avait évidemment des contextes de recherche à chaque fois et de formation continue, ou de recherche et de formation initiale. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce qui concerne la recherche et la formation continue. On va laisser de côté en fait, les résultats pour la formation initiale. Donc en fait, il y a 6 éléments qui sont ressortis de cette revue de littérature systématisée. Je vais vous les énoncer en montrant que parfois, il y a des convergences autour de certains éléments, et puis parfois, on a en fait une variété de positions qui sont données, et puis qui mentionnent peut-être que c'est là un nœud ou une tension qu'il s'agit à chaque fois de résoudre lorsqu'on met en application en fait, un tel projet de recherche et de formation. Alors, l'élément qui fait consensus, c'est qu'on a véritablement passé à l'époque de la recherche avec le corps enseignant. On ne fait plus de la recherche sur les enseignants et les enseignantes. En tout cas, c'est ce qui est affirmé dans les articles. C'est en tout cas une posture, une déclaration d'intention qui est très forte. Ce qui est intéressant, c'est de noter la variété de la terminologie en fait, qui est utilisée pour parler de ce type de recherche. Donc, vous voyez, recherche-action collaborative et d'évaluation continue, etc. Recherche collaborative, recherche-développement, recherche-design, recherche orientée par la conception, recherche participative. En fait, tous ces types de recherches se rejoignent lorsqu'on essaye de travailler en fait, sur leurs caractéristiques, et elles se rejoignent dans la création d'un espace d'intéressement commun, un espace interprétatif partagé. Là aussi, on a une série de termes qui définissent ce qu'on essaye de créer au sein de cette recherche collaborative. Et pourquoi finalement on cherche à créer ces espaces communs ou partagés? Eh bien, c'est pour favoriser la circulation des savoirs. En tout cas, c'est encore une fois, c'est ce qui est déclaré dans les articles qu'on a lus. Qu'est-ce que ça signifie en fait une circulation des savoirs harmonieuse? Ça veut pouvoir dire aussi, par exemple, de construire une posture chez le corps enseignant, par exemple une posture de recherche, où on va petit à petit acquérir en fait des connaissances et des compétences de chercheurs et de chercheuses, où on va se développer professionnellement. Cet espace interprétatif partagé, il sert aussi à assurer le bon fonctionnement d'un groupe, parce que très souvent, ce sont des recherches articulées à des formations continues qui vont se dérouler sur un certain temps, souvent une année scolaire, donc un temps relativement long, on pourrait dire. Et donc, il y a des éléments de sociologie des groupes aussi à gérer dans le cadre de ces recherches collaboratives. C'est aussi une manière d'assurer l'engagement
des enseignants et des enseignantes sur un temps relativement long. Ça sert aussi à réguler les résistances, parce que dans cet espace interprétatif partagé, tout le monde n'a pas le même avis, évidemment, et ce qui ressort en fait de notre revue de littérature systématisée, c'est que les résistances, pour que la circulation des savoirs fonctionne de manière harmonieuse, ces résistances, elles devraient être considérées comme des leviers vers la transformation et non pas comme des rivalités entre chercheurs et enseignants ou des éléments qui nous mettent très mal à l'aise et puis qu'on mettrait de côté très rapidement. Donc il y a vraiment un travail qui est fait autour de la résistance en la prenant comme un levier vers la transformation. Et puis enfin, construire une culture commune, ça c'est aussi un terme qu'on a énormément rencontré. On va essayer de voir ce que ça signifie, en fait, construire une culture commune. Le deuxième élément qui ressort de manière extrêmement prégnante dans cette revue de littérature, c'est celle des objets communs. Alors ça, c'est justement un des premiers éléments qui permet de construire une culture commune, c'est de parler d'objets qui intéressent en fait les deux corps, que ce soit le corps des enseignants ou le corps des chercheurs et des chercheuses. Dans la terminologie qu'on a retrouvée, il y a celle d'objets frontières ou d'objets bifaces. Ce sont des objets qui ont une importance dans les deux mondes, je dirais le monde de la pratique et le monde de la recherche. Et ce sont des objets qui ont une flexibilité suffisante pour que chacune et chacun puisse y trouver un intérêt dans l'étude, mais aussi dans l'usage. En d'autres termes, ce sont des objets qui vont faire écho à un concept, si je caricature les choses comme ça, faire écho à un concept que les chercheurs parfois travaillent, et en même temps faire écho à une situation de classe problématique que les enseignants et les enseignantes rencontrent. Ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde est d'accord qu'il faut trouver des objets frontières et des objets communs, des objets bifaces, pardon. Ce que les articles passent un peu sous silence, c'est comment est-ce qu'on les choisit, dans le fond. Parce que selon le type de recherche très spécifique dans lequel on va s'inscrire, on va vous dire que ce sont les enseignants qui vont amener les objets. Dans d'autres articles, on va vous dire que ce sont plutôt les chercheurs qui ont amené les objets, puis qui ont essayé de négocier avec les enseignants pour arriver à un objet tiers, finalement, qui serait justement cet objet qui intéresse tout le monde. Mais les articles sont assez peu loquaces, je dirais, sur les processus de négociation. Très souvent, on dit qu'il y a eu processus de négociation, mais on ne sait pas trop comment ça se passe. Ça reste un petit peu la boîte noire de ces projets-là. Troisième élément, c'est quels sont les rapports en fait, qui se nouent entre chercheurs et enseignants. Évidemment, quand on a comme objectif de créer un espace commun avec des objets communs, on se dit qu'on va créer des rapports d'horizontalité, des rapports d'égalité, de symétrie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est endossé par une grande partie de ces 29 articles qu'on a travaillés de manière très précise. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques articles, c'est vraiment une minorité, qui va parler de dissymétrie. Et en fait, on peut le lire plutôt comme des rapports d'équité. Derrière, il n'y a jamais cette notion de hiérarchie. Ce n'est pas les chercheurs qui sont les meneurs ou au-dessus, entre guillemets, des enseignants et des enseignantes. Mais cette dissymétrie, elle est parfois assumée et revendiquée plutôt dans une forme de respect des différences des compétences de chacune et de chacun. Il y a un article de Marlot, Corinne Marlot et Patrick Roy, qui parlent de tenir la lanterne. La lanterne, ce serait cette focale qui permet de pointer des préoccupations chez les enseignants et en même temps de le travailler en amont du côté des chercheurs pour ne retenir de cet objet que les dimensions qui peuvent avoir un impact sur les apprentissages des élèves. Donc en fait, quand cette dissymétrie elle est là, malgré encore une fois cette variété dans la terminologie, tous les articles se rejoignent dans une forme de complémentarité entre les chercheurs et les enseignants. Encore une fois, la création d'une culture commune. Et puis là, on a quelques indications sur ce que ça peut vouloir dire. Une culture commune, c'est déjà se parler, c'est échanger, c'est avoir de l'espace et du temps en fait, pour se parler. C'est aussi une question autour de comment est-ce qu'on met en mots en fait, les préoccupations des chercheurs, mais aussi les préoccupations des enseignants et des enseignantes. Et puis, évidemment, le travail de négociation. Encore une fois, on ne nous dit pas souvent comment ça se passe concrètement, mais on sait que très souvent, les objets dont on va s'occuper, ce ne sont pas forcément les objets qu'on a amenés prioritairement dans le cadre de la recherche et de la formation.
Alors, vous l'avez compris, dans ce corpus d'articles, un des objectifs, c'est de créer un rapport plus direct entre les enseignants et les chercheurs, et puis peut-être de réduire le décalage qui existe parfois entre l'expérience de l'enseignant au quotidien dans sa classe et puis le langage parfois très théorique qui peut être utilisé par les chercheurs pour décrire l'action d'un point de vue distancié. Donc se pose assez rapidement la question du langage et de la sémiotisation qu'on va privilégier en fait pour favoriser cette circulation des savoirs. Et un certain nombre d'articles vont en fait questionner ce discours scientifique. Et il y a un des articles en fait qui utilise une expression qu'on a trouvée très intéressante avec Roxane, c'est l'expression fiction théorique. Et la fiction théorique, c'est un terme qui est repris de Éric Chauvier, qui est un anthropologue, qui dit que la fiction théorique, pour lui, c'est le langage consacré des sciences sociales. C'est un langage très formaté qui va procéder par modèles conceptuels surplombants qui vont parfois être plaqués sur l'expérience de certains individus, et ces individus ne se reconnaissent parfois pas dans l'expérience qui est décrite avec ce langage très surplombant. Donc, une des solutions, c'est de trouver ce qu'on appelle un langage fonctionnel, et ça passe par la vulgarisation. Donc la vulgarisation, c'est vraiment cette idée de retraduire. Il y a souvent ce terme de traduction qui est utilisé pour favoriser la diffusion des recherches, on en parlait tout à l'heure, et puis aussi l'appropriation d'une certaine culture scientifique par le corps enseignant. Donc ça va nécessiter de retravailler les concepts, de les démystifier parfois, de les définir dans un langage qui est plus concret. Mais quand on vulgarise, il y a aussi le risque de la prescription. Quand on veut parfois transformer les pratiques dans le cadre d'une recherche collaborative, il y a parfois le risque aussi, selon le langage qui est utilisé, que les enseignants comprennent que c'est comme ça qu'on doit faire. Et le troisième risque, c'est celui de l'applicationnisme. Il est lié en fait au deuxième risque. Mais quand on cherche en fait à déterminer quelles sont les pratiques les plus efficientes dans une visée interventionniste, il y a parfois la tentation de généraliser ces pratiques et de les mettre en œuvre, quel que soit le contexte dans lequel les enseignants et les enseignantes travaillent. Donc finalement, le risque, ce serait que les concepts deviennent une doxa et que les concepts deviennent inopérants pour analyser des pratiques d'enseignement. Avant-dernier point qu'on a trouvé intéressant à relever, c'est lorsqu'on travaille en formation continue dans le cadre d'une recherche sur la favorisation de la circulation des savoirs, comment est-ce qu'on procède dans la formation pour faire circuler ces savoirs? Et là aussi, on a trouvé en fait un spectre assez large de pratiques qui souvent combinent différents éléments. À un bout du spectre, on aurait la didactisation par isomorphie, où on va amener en fait le formé, l'adulte en formation, à être à la place de l'élève et puis à vivre l'activité, la tâche de l'élève pour que l'activité soit véritablement expérimentée. Et à l'autre bout du spectre, on aurait la didactisation par homomorphie, où justement on va éviter de mettre les enseignants dans une situation d'élève et où on va plutôt favoriser l'analyse distanciée, l'analyse critique. La plupart des articles qu'on a lus en fait combinent ces deux types de didactisation à différents moments en fait, de la formation. Là où ces deux modes se rejoignent, c'est dans la déprivatisation des pratiques, qui est un terme en fait, repris de Horn et Little, qui va rendre visible l'action des enseignants et des enseignantes en favorisant la discussion autour d'activités réellement menées en classe, mais aussi autour de documents qui ont été distribués, de supports, etc. Donc il y a vraiment une volonté de faire sortir de la classe ce qui en général reste confiné dans l'espace de la classe. Et puis notre dernier point, qui est, je pense, le point qui nous a le plus intéressé, qui nous a paru peut-être le plus innovant, c'est le terme de courtier ou de courtière du savoir. Donc voilà, si on est anglophile, on pourrait dire knowledge brokering. Sinon, on dit courtage de connaissances. C'est un rôle en fait qu'on a trouvé dans une petite partie des articles de notre corpus. Et c'est un rôle en fait qui est dévolu à une partie de la population qui participe à la formation, dans le but d'être le relais entre le monde de la recherche
et le monde de l'enseignement. Donc le courtier ou la courtière du savoir, en théorie, dans le modèle conceptuel, n'appartient ni au monde de la recherche, ni au monde de l'enseignement. Mais ce sont des personnes qui connaissent les codes particuliers et les contextes particuliers de la recherche et du terrain enseignant pour faire circuler les savoirs en parfois les inscrivant dans des démarches qui partent des demandes des enseignants et puis parfois qui inscrivent ces demandes du côté de la recherche. Donc ce sont des personnes qui doivent être capables d'identifier et de formater les savoirs issus de la recherche, donc elles doivent être formées à la recherche. Ce sont des personnes qui doivent pouvoir juger de la pertinence de certains savoirs en contexte réel. Parce qu'on parlait parfois de ce décalage qui existait entre des concepts issus de la recherche et de leur côté un peu inopérant dans la pratique. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir écarter certains résultats de recherche et puis conserver d'autres résultats. Et puis en même temps, des personnes qui sont capables de lire la complexité des situations de l'enseignement. Donc en fait, c'est un rôle qui nous a particulièrement intéressés aussi parce que ces articles terminaient en se demandant si c'était une manière de démettre le chercheur d'une partie de ses fonctions. Et est-ce que les chercheurs et les chercheuses sont prêts et prêtes à être démis et démises d'une partie de leurs fonctions? On va laisser la question en suspens. Pour clore en fait ce bilan de cette revue de littérature systématisée, je pourrais dire que ce qui ressort en tout cas dans le discours, c'est une volonté de transformer tous les acteurs et toutes les actrices de la formation. En gros, on ne sort pas d'un tel processus de la même manière que lorsqu'on est entré dans le processus. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'articles thématisent la transformation des enseignants et des enseignantes. Et il y a peu d'articles, en fait, il y en a un seul dans notre corpus qui a thématisé la transformation du côté des chercheurs et des chercheuses. Et en fait, je pense que ça ne préjuge pas effectivement des transformations que les chercheurs et chercheuses ont vécues. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que dans les écrits scientifiques, il n'y a peut-être pas de place non plus pour parler de cette évolution que doit aussi vivre la recherche pour être plus en articulation avec le terrain. Et c'est en fait cette symétrie entre enseignants et chercheurs qu'on souhaitait interroger avec Roxane dans le projet suivant. Alors le point 4, en fait, je vais vous parler d'un projet qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. On a beaucoup investi de temps et d'énergie. Et puis c'est un projet, vous allez voir, qui est directement articulé à tout ce qu'on a présenté ce matin. Toutes ces recherches aussi qui ont été faites par d'autres, ces recherches qu'on a faites nous-mêmes. C'est aussi, on a essayé de tirer le meilleur de ces éléments-là dans cette formation qu'on a construite dans le canton de Vaud. Alors, quelques mots pour le contexte. Depuis 3 ans, en Suisse romande, et c'est la première fois que ça arrive en Suisse romande, les élèves ont les mêmes manuels scolaires. On appelle ça des moyens d'enseignement. La Romandie a décidé, et il y a fort longtemps déjà, de mettre en œuvre, de concevoir de nouveaux manuels français qui seraient communs à l'entier des 6 cantons romans. Alors si ces manuels ils sont en train d'être introduits dans les classes, ils sont romans, c'est-à-dire qu'ils sont les mêmes dans les 6 cantons francophones de la Suisse. La formation des enseignants et des enseignantes qui sont en place actuellement, elle est cantonale. Parce que l'éducation, elle est cantonale en fait en Suisse. On a 26 ministères de l'éducation. Et nous, on va vous parler on va vous parler de ce qui s'est passé dans le canton de Vaud, qui est le canton dans lequel on travaille, et de comment on est en train de construire et de reconstruire en fait une formation pour les enseignants et enseignantes vaudoises qui vont et qui doivent travailler avec ces nouveaux moyens d'enseignement. Alors, quelques mots sur ces moyens d'enseignement pour vous montrer peut-être les aspects innovants qui peuvent constituer ces moyens et donc les défis qui sont les nôtres quand il s'agit d'implémenter un nouveau moyen d'enseignement. Déjà, ce sont des moyens d'enseignement qui sont obligatoires. Alors, j'ai mis obligatoire en italique parce que, en fait, ce sont les seuls moyens recommandés par les différents ministères. Il y a évidemment la liberté pédagogique qui est laissée au corps enseignant, mais en gros, quand vous recevez votre matériel, vous recevez ce matériel-là, et il y a des enseignants et des enseignantes qui n'avaient pas du tout envie de changer de manuel. D'autres étaient très contents, certains, c'était vraiment déjà quelque chose d'assez compliqué. Un autre élément, c'est que ces nouveaux moyens, le guide didactique, donc destiné aux enseignants, aux enseignantes, il n'est que sur un support numérique.
Alors ça paraît peut-être anodin, en fait on s'est rendu compte que c'était pas du tout anodin en fait. Alors évidemment les élèves ils ont du matériel imprimé, mais le corps enseignant doit uniquement aller consulter ces éléments-là sur un portail numérique. Si on entre un peu plus dans ce que sont ces moyens, en fait ce sont des moyens qui articulent 4 types d'activités. Alors je vous les décris juste très rapidement. Un premier type d'activité s'appelle les parcours. Ce sont des séquences d'enseignement relativement longues qui se déroulent sur 5 à 8 semaines et qui sont organisées autour de genres de textes. Le deuxième type d'activité, ce sont les modules, qui sont des activités articulées au fonctionnement de la langue avec les sous-dimensions classiques, grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire. Troisième type d'activité, les activités ritualisées, qui sont des activités très brèves, qui ont pour vocation d'être répétées de manière extrêmement fréquente. Je prends un exemple, la dictée du jour, pour favoriser aussi l'automatisation de certains types de raisonnement sur la langue chez les élèves. Et puis un dernier type d'activité qui s'appelle les projets à choix, où l'enseignant a toute liberté en fait, de mener ce qu'il ou elle veut. Une des nouveautés, c'est que l'étude du fonctionnement de la langue, en plus d'être travaillée dans les modules, il est directement intégré dans les parcours. Donc ça voilà, c'est une grande nouveauté en fait par rapport aussi au manuel précédent. Un autre élément qui est extrêmement nouveau, et c'est Roxane qui est très contente, c'est la place accrue conférée à l'oral. C'est une place presque paritaire qui est donnée à l'oral et à l'écrit. Et elle a évoqué le manque de moyens et de ressources dont disposait le corps enseignant avant, et aussi le fait que l'oral était un parent pauvre des pratiques d'enseignement. Donc c'est un énorme défi en fait d'intégrer cette nouveauté dans les classes. Il y a une ouverture à des genres de textes non narratifs. Donc il y a vraiment aussi un partage assez important qui a été fait sur des textes de type informatif, argumentatif, injonctif, poétique. Et puis une place renouvelée du jeu. On joue beaucoup avec les nouveaux moyens d'enseignement. On joue à des jeux de conjugaison, par exemple. Et nous, on trouve ça très intéressant. Voilà, donc en fait, tous ces éléments constituent plus ou moins de grandes innovations, je dirais, pour les enseignants et les enseignantes, et donc des défis de la formation. Donc quand on s'est intéressé avec Roxane et puis nos autres collègues, parce qu'on n'est pas les deux seuls à avoir conçu cette formation, quand on s'est intéressé à comment il fallait construire une formation pour que ce soit efficient, on s'est intéressé encore à d'autres travaux qui thématisaient ces éléments-là. Et puis on est tombé sur les travaux de Tual et collègues qui dit qu'il faut en moyenne 17 ans pour que 14% des acteurs utilisent un dispositif dont l'efficacité a été prouvée pour la recherche. Alors effectivement, des résultats relativement modestes qui s'écoule sur un temps long et puis qui témoigne en fait d'un impact finalement assez faible de la recherche sur les pratiques d'enseignement. Mais avec Roxane, on est de grandes optimistes et on s'est dit on va essayer d'être plus maline ou en tout cas d'essayer de construire sur des expériences qui ont été faites avant nous et d'essayer d'intégrer ces éléments-là pour arriver à faire monter la moyenne éventuellement. Les questions initiales de notre projet, c'était évidemment quels sont les dispositifs de formation qui favorisent la circulation des savoirs entre chercheurs, formateurs et enseignants. Quelles sont les caractéristiques d'une formation continue qui répond aux besoins des enseignants et qui permet une évolution durable des pratiques. Et puis une question très pragmatique et logistique, comment est-ce qu'on forme 5000 enseignants en 4 ans ? Puisqu'il y a 5000 enseignants à former dans le canton de Vaud. Et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour accompagner cette transformation des pratiques ? Alors, voilà ce qu'on a conçu. Je vais vous commenter en fait ce dispositif de formation qui entre tout à fait dans ce que Roxane a défini tout à l'heure. C'est un dispositif qui a 3 groupes d'acteurs et d'actrices. Le premier groupe s'appelle les F3. Et puis Roxane et moi, on est chacune des F3. Donc ça rassemble des chercheurs et des formateurs d'enseignants qui ont conçu cette formation aux nouveaux moyens, qui se sont formés aux nouveaux moyens. Et puis on avait comme tâche de former une centaine d'enseignants et d'enseignantes volontaires dans le canton de Vaud, qui sont des enseignants rémunérés par notre ministère, pour la tâche qu'on va leur demander. Donc nous, on a formé
ces F2 pendant une année. On les a formés aux nouveaux moyens et ces F2 se sont formés à former des adultes puisque ce sont des enseignants primaires qui ont plutôt l'habitude d'avoir un public, disons, avec une différence d'âge relativement importante. Et la tâche de ces F2, après leur année de formation, c'est de partir dans l'entier du canton de Vaud, dans les établissements, et de former les 5000 ou les 4900 enseignants qui n'étaient pas volontaires, en tout cas pour devenir enseignants formateurs. Et on les appelle les F1. Donc vous voyez, on a mis la ligne du temps au bar. On a commencé en 2021, on s'est formé nous-mêmes. En 2022, on a formé les F2. Et puis à partir de 2023, les F1 vont former, les F2 vont former les F1 dans les différents établissements. Et ils dispensent en fait une formation qui se déroule sur une année, en 4 séances qui sont vraiment réparties sur l'année. Et la spécificité, c'est que les F1, les 5000 enseignants, ils ont cette particularité d'être formés en même temps qu'ils utilisent les nouveaux moyens avec leurs élèves. Donc ils doivent mettre en œuvre les nouveaux moyens et se former simultanément, ce qui n'est pas toujours très confortable, mais c'est comme ça que notre fêtière des ministères a décidé que la formation se donnerait de cette manière. Donc, ça fait que cette formation, elle va se donner sur 4 années. Les F2 vont former 4 cohortes de F1. Et puis, ça nous a permis en fait, de réguler ce dispositif d'année en année pour essayer de voir ce qu'on avait réussi, puisqu'on avait peut-être un peu moins réussi. Et puis, c'est ça que je vais vous dire maintenant, en me dépêchant un petit peu. Autour en fait, de ce dispositif de formation, on a conçu un dispositif de recherche en se disant que ce qui était important pour essayer de juger de l'efficience de ce dispositif, c'était de collecter des données à différents moments en fait, du processus pour pouvoir réguler et puis pour pouvoir peut-être ajouter un élément à toutes les autres recherches qui ont traité de ces éléments-là. Donc, je vais vous parler maintenant de la formation F3, F2, celle que nous, on a dispensée aux enseignants volontaires. Je vais passer assez rapidement sur les éléments. Vous allez voir qu'on a essayé en fait, de tirer le meilleur, je dirais, des écrits scientifiques qu'on a travaillés dans le cadre de cette revue de littérature systématisée, mais aussi dans les travaux précédents de Roxane. Donc, on a conçu un dispositif, évidemment, collaboratif, de recherche et de formation collaboratif. On a travaillé sur des rapports de complémentarité et non pas d'horizontalité parce qu'il y avait un calendrier aussi qui était imposé par notre ministère et donc c'était important qu'on puisse directement cibler les éléments qui nous paraissaient importants pour la formation. On a créé un espace, en tout cas c'est ce qu'on a voulu faire, un espace interprétatif partagé où chacune et chacun pouvait essayer d'amener en fait ses préoccupations et puis on a essayé de redéfinir ensemble les objets frontières qu'on avait décidés. Là, on les a plutôt orientés, je dirais, sur le contenu des nouveaux moyens, en se disant il y a des nouveautés dans ces nouveaux moyens, il faut vraiment qu'on cible la formation autour de ces nouveautés-là. On a travaillé avec des dilemmes perturbateurs. Alors, je vais passer assez rapidement sur cet élément-là. Un dilemme perturbateur, c'est une des étapes du principe de l'apprentissage transformateur, en fait, qui est une théorie de l'apprentissage de Mézirow, qui explique que, selon sa conception, tous les individus appréhendent le réel à l'aide de cadres de référence qui sont en fait construits avec nos concepts, nos expériences, notre vécu. Et certains de ces cadres de référence sont des moteurs à la transformation et d'autres de ces cadres de référence sont des limites. Et l'idée en fait de ces dilemmes perturbateurs, c'est de confronter les formés en début de formation à certains de ces cadres de référence qui peuvent être limitatifs pour pouvoir les dépasser et construire de nouveaux cadres de référence. Alors, je vous montre quelques exemples de dilemmes perturbateurs qu'on a soumis à nos F2. Voilà, selon l'enquête PISA dans les pays de l'OCDE, près de 25% des élèves de 15 ans sont en grande difficulté de compréhension de l'écrit. Ils et elles savent lire techniquement, mais ne comprennent pas ce qu'ils et elles lisent. Alors, on en avait mis 2 sur la compréhension de l'écrit, et puis 2 sur la compréhension et la production de l'oral. Une recherche menée dans des classes du secondaire en 2015 montre que si les enseignants refusent d'aborder certains aspects de l'oral, c'est qu'ils jugent ceci trop difficile à enseigner. Et donc l'idée, ça a été de demander à nos F2, à nos enseignants et enseignantes, de se positionner par rapport à ces éléments-là, soit pour dire qu'effectivement c'était le cas chez eux, ou bien au contraire, certains déjà se distanciaient de ces prises de position en se disant si on a ces cadres de référence-là, on ne va pas réussir en fait, à adopter ces nouveaux moyens et puis à les mettre en œuvre avec les élèves. Donc on a travaillé en fait, avec ces dilemmes perturbateurs de l'apprentissage transformateur de Mézirow.
On a visé un équilibre entre théorie et pratique. On a plutôt travaillé par homomorphie, par analyse critique des nouveaux moyens, mais sans mise en œuvre, sans mettre les enseignants dans la position de l'élève. Les F2 se sont appropriés un métalangage et puis ils sont devenus, vous l'avez pressenti, nos courtiers et nos courtières du savoir, ces F2. Ça a été vraiment le relais entre le monde de la recherche et de l'enseignement. Au début, on a pensé qu'on allait pouvoir reproduire ce modèle avec les F1. Et puis on s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible. Donc, en collectant différentes données, alors soit en début de recherche avec les F2, soit en début de recherche avec les F1, mais aussi en fin d'année de formation avec les F2, on s'est dit on doit réguler en fait, on doit revenir aussi de notre premier plan. Et ce qui s'est passé, c'est que plutôt que l'espace interprétatif partagé, on a créé un espace de négociation, parce que les F2 se sont parfois trouvés face à des F1 qui étaient très résistants en fait au changement et à l'adoption de ces nouveaux moyens. Donc à un moment donné, il fallait plutôt être dans la négociation en disant, bon, finalement, dans mon programme d'aujourd'hui, où est-ce que vous voulez mettre la focale? Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans cet établissement en particulier? Les objets frontières, on a dû un peu les modifier aussi. On a dû ajouter des éléments tels que l'évaluation ou la planification, parce qu'on s'est rendu compte que les nouveaux moyens faisaient ressortir peut-être des insécurités qui étaient déjà là en place. Et donc, on a essayé de répondre en fait, aux besoins qui venaient du terrain et qui arrivaient en tout temps, en fait, soit chez nous à la HEP, soit au département. On n'a pas travaillé avec les dilemmes perturbateurs parce que les F2 ne se sentaient pas suffisamment formés pour le faire. Par contre, on a travaillé sur la base de synthèse de pratiques peu efficientes. On a livré en fait aux F1 certains résultats de recherche en leur disant vraisemblablement faire des dictées non préparées toutes les semaines pour évaluation n'a que peu de vertus didactiques, en tout cas d'apprentissage de l'orthographe. Par exemple. On a priorisé la pratique, en fait, parce que c'était aussi des questions très pratiques qui revenaient de la part des F1. On a plutôt travaillé aussi par isomorphie. On s'est rendu compte, après la première année, qu'il fallait que les F1 jouent au jeu de conjugaison pour qu'ils aient envie de faire jouer leurs élèves. Et donc, on a beaucoup, en fait, pratiqué les nouveaux moyens avec les F1 dans les différentes formations. Et puis, les F1, évidemment, ne sont pas nos courtiers et nos courtières du savoir. J'arrive à ma conclusion là, de cette partie 4. En fait, plutôt que on était parti dans une visée de transformation des pratiques, puisque c'était ça aussi le message avec ces nouveaux moyens qui étaient très différents des anciens. On s'est rendu compte que c'était plutôt une appropriation de nouvelles pratiques. Et ça fait vraiment écho à ce que disait Roxane tout à l'heure et aux travaux de Martinan sur cette décomposition des objets, puis cette recomposition dans le contexte très individuel de chaque enseignant ou enseignante. Et ça montre aussi, je pense, la variété des appropriations, et c'est très bien comme ça. On peut se demander quels sont les indices d'une circulation des savoirs, parce que nous, on a l'impression que les savoirs ont circulé. Ce qui va maintenant être intéressant pour nous, c'est d'aller dans les classes de certains F2, de certains F1, et puis de voir comment ces nouveaux moyens sont mis en œuvre avec les élèves et comment ces savoirs qu'on a essayé de faire circuler en formation, comment ils continuent en fait de circuler avec les élèves qui sont évidemment, vous l'avez compris, le point focal de tout ce dispositif de formation et de recherche. Et puis, quelle pérennité ? On nous dit que c'est Borman et Penman qui disent que seules les mises en œuvre dans la durée produisent des résultats positifs sur le développement des compétences des élèves et des pratiques enseignantes. Ce que ce projet nous offre, en fait, c'est la possibilité d'avoir un temps relativement long. Disons, 6 années pour nous, c'est un temps long. Et puis peut-être d'aller retrouver des F2 qui ont mis en œuvre leurs nouveaux moyens depuis 1, 2, 3, 4 ans et de voir comment ces enseignants et enseignantes se sont appropriés ces nouveaux moyens. Donc, une conclusion qu'on fait à deux voix très rapidement. Peut-être, Sonia, tu viens près de moi. Donc, sur la synthèse des enjeux de collaboration, il y a des vœux de responsabilité partagée, des vœux de circulation des savoirs, des vœux de validité de la recherche, d'utilité de la formation, d'utilité de la recherche aussi. Et il y a des nœuds qui sont persistants, à savoir le statut et la posture qui va conférer de l'autorité, à la fois dans la pratique, à la fois dans la recherche, le manque de réceptivité, le calendrier de l'enseignement qui diffère du calendrier de la recherche, et les priorités aussi des enseignants qui ne sont pas toujours alignées sur celles de la recherche. Et puis un dernier concept qui est celui de robustesse.
qui est un concept qu'on a repris de Olivier Hamon. La robustesse, dit-il, c'est la capacité à se maintenir stable sur le court terme et viable sur le long terme malgré les fluctuations. Alors les fluctuations, c'est évidemment les retours des enseignants et des enseignantes, mais c'est aussi des contraintes budgétaires auxquelles on doit se soumettre, en fait, qui ont changé entre le début de la formation et puis l'époque où on est maintenant. Et ça veut dire, en fait, trouver un dispositif de formation très réaliste, on pourrait dire. C'est-à-dire qui répond aux résultats de la recherche, qui favorise la circulation des savoirs, puis qui tient compte de ce qui se passe sur le terrain, qui tient compte en fait des besoins des enseignants, mais qui tient compte aussi des contraintes budgétaires qui peuvent tout à coup nous demander en fait de construire une base très solide, mais qui peut être adaptable. Adaptable, on disait solide et souple, peut-être. Ce serait peut-être ça les deux adjectifs de la fin. Des dispositifs de recherche solides et souples. Voilà. Merci de votre attention. J'ai vu qu'il y avait une question ici. Oui, parfait, oui. Oui, bonjour. Donc, Bonjour. Je suis Nicolas Vibert, je suis DR CNRS en psychologie expérimentale, mais je suis aussi co-responsable du réseau de recherche CNRS sur les questions d'éducation. C'est surtout à ce titre que je parle ici. Je suis très intéressé par ce que vous avez dit sur le courtage. Donc déjà, le terme est un terme intéressant. J'avais entendu broker ou passeur. Et je me posais la question, en France, il y a actuellement, à ma connaissance, 2 DU qui forment spécifiquement des gens à ça, indépendamment même de personnes qui soient directement dans le monde enseignant. Et je voulais savoir si ça existait en Suisse, si vous étiez posé cette question. Donc il y en a un à Besançon et il y en a un, celui de l'IFE en fait, en France. Et l'autre question qui va avec, c'est est-ce que vous trouvez le parallèle avec ce qui se passe en médecine, avec les attachés de recherche clinique par exemple? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que pour vous ça peut être un modèle ou pas? Voilà, c'est un petit peu ça mes questions. C'est vrai que je ne pense pas que ça existe en Suisse. C'est vrai que nous, on a vraiment reformulé en fait ce concept-là pour l'adapter, pour le mettre, le faire sière à nos soir, il faudrait que je joue un peu plus au jeu de conjugaison, pour le faire soir à notre situation. Par contre, je trouve que c'est très intéressant justement de réfléchir à ces... parce que c'est vrai que là, peut-être on a dans cette personne qui agit comme intermédiaire la réponse à des nœuds quand même que la recherche collaborative rencontre de façon au quotidien. Et c'est vrai que par exemple, nous, on a eu beaucoup de partenaires avec qui on a pu échanger dans la mise sur pied de ce projet-là. Et c'est vrai qu'on a les gens, par exemple, de la Direction générale de l'enseignement, et eux aussi, ils se sont formés. Et il s'est créé aussi une collaboration. Donc c'est vrai que tout ça, c'est vrai que ça prend du temps, mettre en place ces choses. Et c'est vrai, peut-être là où nous, des fois, on a fait beaucoup de, j'oserais dire, du bénévolat, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés à faire des séances sur séances, mais en même temps, c'est au prix de ces séances-là que peut arriver quand même, les idées de la recherche peuvent peut-être être entendues, retransformées, bien sûr, mais c'est vrai que c'est des institutions comme ça, peut-être, pourraient répondre à certains nœuds. Je ne sais pas si tu veux compléter. Je vais ajouter peut-être. Mais c'est vrai que la question du courtier ou de la courtière nous a posé la question du statut, en fait. Quel est le statut qu'on donne à ces personnes ensuite dans leur établissement? Et c'est vrai que très vite, on arrive sur des questions aussi financières. Est-ce que ce sont des personnes qui sont revalorisées du point de vue du salaire? En général, c'est pas le cas. Donc, on disait nos F2 sont payés en fait pour dispenser la formation, mais ensuite, c'est évident que ce sont des personnes qui vont être des personnes relais dans les établissements à qui on va s'adresser quand on a une question au sujet des moyens d'enseignement. Donc, il y a cette question-là salariale. Puis, il y a aussi la question peut-être de l'autorité qui est conférée à ces personnes. Est-ce que la direction d'établissement leur donne un statut, même hors question financière, leur donne un statut particulier? Et cette reconnaissance-là, il nous semble qu'elle pourrait en tout cas nourrir cette idée de courtier et de courtière du savoir, parce qu'il nous semble que dans le dispositif de formation de la FNMER, comme on l'appelle, c'est vraiment cet élément-là qui fait que beaucoup de F1 sont très heureux en fait, de cette formation. On a des retours dont on est très contente, en tout cas à notre idée, mais je crois que les F1 sont très contents aussi globalement de ce qui s'est passé, et on pense que c'est véritablement ces F2 qui ont fait en sorte que ces nouveaux moyens sont adoptés de cette manière-là. Et je pense que si on avait dispensé la formation, Roxane et moi, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu le même accueil. Oui.
Ah non, c'est vraiment dans la français langue de scolarisation. Et c'est vrai que vraiment, c'est l'entièreté. Et c'est énorme. C'est combien de périodes par semaine le français dans la grille horaire d'un élève de l'école primaire? C'est 9 périodes. Ah, c'est quand même... oui, c'est le français langue de scolarisation. Oui. Bien. Bonjour. Merci pour votre intervention qui était très pertinente et très riche, je trouve. Et bravo pour le travail effectué parce que c'est énorme. J'interviens en psychologie cognitive et l'éducation au sein de l'INSPE de l'Université de Caen, Normandie. Et je suis à la DA Recherche, donc je suis très bien sûr investie pour essayer que les recherches collaboratives aient lieu, et j'y crois énormément. Et en tant que chercheur, j'en ai conduite un certain nombre. Et en fait, je pense que le souci ne vient pas effectivement des enseignants, c'est-à-dire qu'ils ont la volonté en fait de collaborer avec le milieu de la recherche. Ils sont motivés pour le faire, mais je vous rejoins en fait en France. Le problème qu'on a, c'est leur reconnaissance tout court et leur reconnaissance financière. Et je vois la différence parce que par ailleurs, je suis dans le pôle pilote 100% IDT qui nous permet, vu les fonds que nous avons, de pouvoir rémunérer les enseignants avec qui nous collaborons sous forme de vacations et de pouvoir les détacher de leur mission première, parce qu'il y a ça aussi. Quand est-ce qu'ils viennent travailler avec nous? De façon plus facile, parce que c'est une recherche du pôle qui est connue par l'Académie, etc. Ça change tout. Donc je pense qu'il faut aussi des volontés politiques derrière pour que le ministère en France et peut-être en Suisse, les ministères reconnaissent en fait l'investissement de ses collègues. On est d'accord. Je viens aussi de Lausanne, EPFL, et je me demandais si les moyens d'enseignement eux-mêmes, puisque finalement c'est là-dessus que vous avez formé, eux, ils ont été aussi ajustés, adaptés dans le process, parce que finalement c'était l'objet de transmission. Est-ce que les retours des enseignants F1, F2, F3, vous étiez vous-même dans la conception, ou comment ça s'est articulé? Je connais la plateforme Esper, donc je sais qu'il y a quelques éléments dessus. Tu compléteras? Ouais, alors, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent qui ont été engagés. Il y a un processus. Alors, moi, j'ai fait partie de l'équipe de conseillers didactiques, volet oral notamment. Mais c'est vrai que c'est une équipe, et en Suisse romande, c'était vraiment important que ce soit une équipe d'enseignants qui venaient de tous les cantons, qui étaient représentatifs de tous les cantons de la Romandie, qui étaient en charge de la rédaction et qui étaient donc gérés par la CIIP. Et donc, l'éditeur en chef, c'était David Burki. Et donc, ils ont fait ces moyens et ils les ont mis à l'épreuve dans le cours du processus. Ils ont été testés, il y avait des épreuvistes. Et donc, le processus a duré peut-être... ils ont été rédigés à partir de 2018. Et ce qui était vraiment, des fois, un peu déstabilisant, c'est que nous, on recevait les moyens, ils sortaient juste peut-être avant. Les enseignants, des fois, les F2 n'avaient pas encore les moyens pour les tester. Donc, et je ne pense pas que ces moyens-là vont être repris par la suite. Ils ont été testés donc, dans le processus de création. Moi, j'ai eu un petit mot à dire parce que j'étais conseillère didactique, mais la plupart des collègues F3, ce sont des moyens qu'ils ont découverts en même temps que les enseignants. Ouais. Compléter? Non? S'il n'y a pas d'autres... Si. Pardon. Pardon, Pierre Charion, administrateur provisoire de l'INSPE et de l'Académie de Lyon. Un point de vue et puis une question derrière. Je trouve que le concept par lequel vous terminez, qui est le concept de robustesse, me semble particulièrement fécond. Ça, c'est le point de vue. Il est issu effectivement du champ de la biologie, de l'écologie en particulier, et on voit dans ce champ-là comment il peut être porteur de tout un tas de propos et de recherches fécondes. Et la question, c'est est-ce que finalement, c'est pas là qu'il faut rechercher aussi les compétences des fameux courtiers dont vous parliez, et j'élargirais d'ailleurs la notion de courtier peut-être à tout un tas d'activités, puisque là on parle de courtier entre le monde de la recherche et de l'enseignement, mais est-ce qu'on n'est pas aussi courtier lorsqu'on est enseignant soi-même vis-à-vis des élèves? Et est-ce que les compétences qui sont mobilisées derrière cela ne sont pas directement liées à la notion de robustesse, qui consisterait finalement à être capable d'assimiler une quantité d'informations relativement conséquente, d'en assurer la synthèse, la digestion, pour pouvoir finalement sélectionner celles qui, à la sortie, seront les plus pertinentes dans un contexte donné?
je ne parlerai pas d'adaptation, mais bien entendu, c'est bien de cela qu'il s'agirait. Donc c'est la question de ces compétences-là, et est-ce qu'elles ne sont pas directement recherchées dans le concept que vous mobilisez en fin de propos? Oui, c'est très intéressant, hein, je trouve, votre point de vue. C'est vrai que dans la notion de courtier, il y a cette notion de... J'aime pas trop parler de transmission, mais en tout cas de traduction. Parce que ça réfère vraiment à cette idée que vous donniez là d'assimiler un grand nombre de connaissances, puis d'en faire la synthèse et de pointer peut-être les éléments qui sont particulièrement pertinents, que ce soit face à des élèves, mais que ce soit aussi face à des collègues qu'on est en train de former. Je pensais au terme de transposition aussi, si on fait référence à la didactique. Ben nous, on l'avait reformulé en transposition, en circulation, justement. C'était l'idée de passer pour éviter cette perspective un peu descendante ou ascendante, mais d'être plus sur l'horizontalité. Oui. Pas de demande de parole. Bon, ben vous avez faim? Oui, on vous remercie.